capitaliste, le NPA. Olivier Besancenot, grève, mobilisation, manifestation. Vous êtes vous-même en grève, je crois. Oui, depuis jeudi dernier. Depuis jeudi dernier. Est-ce que vous croyez une seconde que le Premier ministre annoncera demain le retrait de la réforme des retraites? Ce sera une grande surprise. Non, parce que visiblement, c'est pas la stratégie qui est en cours. La stratégie, elle consiste à jouer la montre, à jouer l'usure, à parier finalement sur l'épuisement de la mobilisation. Ça nous fait perdre beaucoup de temps à tous et toutes, pas simplement à ceux qui sont mobilisés, qui font grève ou qui manifestent, mais aussi à l'ensemble de la population. Est-ce que vous croyez que c'est une stratégie? Oui, c'est une stratégie éculée. Ça consiste à parier. C'était pas celle de 95, où en 95, par exemple, on avait annoncé la réforme, présenté la réforme, et ensuite les mouvements de grève se sont enclenchés. Oui, là, c'est le système des poupées russes, c'est-à-dire on fait parler d'abord Monsieur Delevoye, ensuite on aura Édouard Philippe, et puis ensuite peut-être un jour on aura Emmanuel Macron, dont on peut imaginer un jour qui va se positionner sur la situation. Surtout que donc le grand responsable de la situation, du fait que la société tourne au ralenti en ce moment, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir en place. D'autant plus qu'on peut pas dire qu'ils étaient pas au courant. Quand même, on se souvient que dès début septembre, il y a une grève de la RATP qui avait pris un peu tout le monde de court et qui avait planté dans le décor cette journée de grève reconductible du 5, qui a commencé jeudi dernier, sur laquelle se sont greffés différents secteurs. Donc ça faisait des semaines et des semaines où le gouvernement pouvait s'exprimer, consulter les partenaires sociaux, entre guillemets, et annoncer le résultat de ses conclusions. Et donc demain, l'architecture, le cadrage... Nous aurons la réforme, voilà, que nous ne connaissons pas. Bien entendu. Encore. Non, la réforme par points. Oui, je sais. Alors ça, c'est l'autre thèse du C'est vrai gouvernement. ou pas? Écoutez, sauf à croire qu'on se mobilise contre une rumeur et un oui-dire depuis plusieurs jours maintenant, et à imaginer que jeudi dernier, il y a eu plus d'1 million de paranoïaques qui sont descendus dans la rue en imaginant qu'on allait toucher à la question des retraites, on peut peut-être se dire quand même que les grandes lignes de cette contre-réforme, on les a. Il s'agit d'une double... ça sera la double peine. La double peine, c'est-à-dire qu'on va rendre un peu plus inaccessible la possibilité de partir à la retraite à taux plein. Pourquoi ? Parce que on rajoute des problèmes financiers qui n'étaient pas présents dans le programme d'Emmanuel Macron, et qui consistent à dire qu'on parle de... Alors, évidemment, on ne touche pas à l'âge légal du départ à la retraite, qui reste de 62 ans. Oui. On a trouvé un grand terme de communication qui s'appelle l'âge pivot. L'âge pivot, ça veut dire que vous pourrez partir toujours à 62 ans, mais ça, comment ? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais pas si l'âge pivot sera... Voilà. Mais on ne sait pas. Ce sera soit l'augmentation des annuités. Je voudrais qu'on regarde ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on ne sait pas d'ailleurs. Ce qu'on sait, maintien de l'âge légal de départ à 62 ans. Ça, on est d'accord. Ce que ça veut dire, départ anticipé pour les carrières longues, c'est maintenu. Ça, c'est bien que ce soit maintenu. Non ? Je ne sais pas si vous avez le détail. Non, mais vous avez le détail avant l'heure. C'est ce qu'on sait pour l'instant. C'est ce qu'on sait. Si vous avez les informations avant mercredi, on va gagner du temps. Départ anticipé pour les métiers régaliens. Ça, on le sait. La police, la gendarmerie, les surveillants, on le sait. Ça a été annoncé ici même par le ministre de l'Intérieur. Garantie dans la loi que la valeur du point ne peut baisser, quelle que soit la conjoncture économique. Pension minimum à 85% de la valeur du SMIC pour une carrière complète, pas moins de 1 000 euros. Ça, on le sait aussi. Ça a été annoncé, ça a été dit. Prise en compte pour les fonctionnaires de la pénibilité et des primes. Pour les fonctionnaires, c'est nouveau. Vous n'avez pas de prise en compte de la pénibilité à la Poste. Bon, alors... C'est vrai ou faux ? Non, mais si c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans tous les sens. C'est-à-dire, soit on sait, soit on sait tout, soit on ne sait rien. Ce qu'on sait aussi... Alors, si vous ne savez rien, pourquoi la grève ? Non, mais on sait pourquoi on se mobilise et on perd de l'argent quand on est en grève, donc on n'est pas en grève pour rien et jamais par plaisir. Jamais par plaisir. Et c'est pour ça que je dis que le grand responsable est le gouvernement. Ce qu'on sait, c'est que soit par l'âge pivot, soit, parce que ça aussi, ça a été dit, l'augmentation des annuités de cotisation, on vous incitera à partir plus tard. C'est-à-dire, vous pensez que demain, le Premier ministre va annoncer les cotisations vont augmenter. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Je sais ce qui a été dit jusqu'à présent. Parce que je suis pas sourd et je suis pas aveugle. Et j'entends ce qui est dit ici ou là. Et que donc, la possibilité de partir à taux plein, ça sera une perspective qui va de plus en plus s'éloigner. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les plus de 60 ans... plus longtemps. Non, pas forcément. Précisément, non. Dans les faits, même quand l'âge de départ à la retraite a été emmené à 62 ans, encore aujourd'hui, les plus de 60 ans en majorité ne travaillent pas, soit du fait du chômage, soit des arrêts de longue maladie. La réalité, c'est que vous pourrez toujours partir avant 64, avant 62 ans, même avant 60 ans. Jean-Jacques Bourdin, dans des entreprises comme La Poste, que je connais bien, il y a 10 à 15 000 départs en TPAS chaque année, c'est-à-dire départs en pré-retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la plupart des grandes entreprises, publiques comme privées, et ça aussi c'est un point commun, vous êtes plus jugé productif ou rentable dès l'âge de 55 ans et on vous propose la sortie. C'est le travail des réalité, le fond du problème, c'est le travail l'emploi des seniors. C'est l'emploi des seniors, c'est l'emploi des jeunes, c'est de mettre plutôt des jeunes au travail plutôt que de demander à travailler plus longtemps. Et l'autre réalité, du coup, et c'est pour ça que je vous dis que c'est la double peine, c'est que du coup, vous pourrez toujours partir à la retraite
à peu près au même âge, mais avec une retraite de merde, une retraite de misère. Et par voie de fait, vous serez obligé de plus en plus de faire appel aux retraites complémentaires, c'est-à-dire à ce marché juteux qu'attendent des assureurs. Pourquoi la double peine? Parce qu'en plus de ça, je termine juste là-dessus, le système par points va comptabiliser, c'est pour ça que ça ne concerne pas que les régimes spéciaux, que la fonction publique, mais tous les salariés de ce pays et toute la population, sera comptabilisé sur l'entièreté de la carrière professionnelle et plus simplement sur les meilleures années, ce qui inclut les périodes de bas salaire, voire de chômage. Et il n'y a pas besoin d'avoir fait l'ENA pour comprendre qu'à partir de là, mécaniquement, en proportion, vous gagnez moins qu'aujourd'hui. Les régimes complémentaires, ça fonctionne bien pourtant. Je ne sais pas si ça fonctionne bien. Parce que dans la fonction publique, ça fonctionne bien. Je suis pas sûr que ça fonctionne bien. En fait, vous avez un régime complémentaire de retraite dans la fonction publique? Alors moi, individuellement, je l'ai pas, mais en tous les cas, je vois de quoi vous parlez. Ce fonctionnement qui a été mis en place, en gros, à partir de la réforme des retraites de 2003, celle de 2005. Qui a été mise en place dans les faits en 2005. 2003. Ah, voilà, exactement. Et qui s'ajoute à la retraite de base du fonctionnaire, qui est un régime complémentaire. Pour ceux qui y postulent. Oui. Et un régime par points. Et un régime par points. Et qui ne fonctionne pas. Et qui ne fonctionne pas. Qui ne fonctionne pas, et qui a été dénoncé, y compris par les organisations syndicales. Pourquoi ne pas? Je crois que c'est de mémoire, vous me posez un peu une colle, mais je crois que c'était en 2014-2015, parce que le point baissait à l'époque. Par exemple, je me souviens d'une déclaration commune des organisations syndicales. Je crois même de mémoire, il y avait l'UNSA dans le coup. Il faut y renoncer, il faut changer le système alors. Attendez, je vais terminer, parce que si vous me posez la question, je vais vous répondre jusqu'au bout. En l'occurrence, en 2015, oui, le point allait baisser. Voilà. Et ce fonctionnement-là, en fait, c'est du bricolage. Pourquoi? Il a remonté depuis. Non, mais vous voyez, la discussion, ça va être une discussion. Non, mais c'est un très bon exemple. Alors, c'est un très bon exemple. Si le gouvernement garantit que le point ne baissera pas, quelle que soit la conjoncture économique, vous aurez le droit de ne pas le croire. Ah, c'est-à-dire que même si c'est garanti dans la loi, nous aurons le droit de ne pas le croire. Oui, absolument. Et d'abord, ce ne sera pas garanti dans la loi ou de quelle manière. Le Premier ministre vous dit demain, ce sera garanti dans la loi. Que répondez-vous? On aura le droit de ne pas le croire. Voilà. Vous ne le croirez pas, même si c'est garanti dans la loi. Non, mais je peux vous le répéter sur tous les tons. Oui, je ne les croirais pas. Pourquoi? Parce qu'on connaît le poids des conjonctures économiques. Quand il y a une grande crise financière comme celle de 2008-2009, on dira il y avait une loi avant. À quoi sert la loi? On va en faire une autre. Mais vous savez, les gouvernements sont les premiers à défaire les lois qui les arrangent pas forcément. Monsieur Macron a été le premier à prendre le grand modèle suédois. Il n'avait plus que le mot Suède en bouche. Il se trouve qu'en Suède, en l'occurrence, le point a baissé à plusieurs reprises. Oui, mais il se trouve que c'est pas garanti dans la loi. Hein, non, mais peut-être. En Suède, c'est toute la différence. Sauf que les grandes promesses étaient faites pour que ça n'arrive jamais. Ça arrivait à 3 reprises. Et le niveau des pensions en Suède a baissé. 2 fois pour augmenter les 2 années qui suivent. Mais vous voyez, la discussion, en fait, on va jouer au loto. Mais mais parce que parce que Olivier Besancenot, vous me dites qu'en Suède, le point a baissé, ce qui est vrai. Il a baissé en 2013-2014 et il a augmenté en 2015-2016. De la même manière. En Suède, ce n'est pas garanti dans la loi. Le point, la valeur du point, en fonction de la conjoncture économique, n'est pas garantie dans la loi. Et moi, je vous dis que même s'il y a une loi, le gouvernement pourra ne pas la respecter, puisque par exemple les critères de déficit, parfois le gouvernement s'en accommode, et que oui, j'ai pas confiance en ça, et j'ai pas confiance en ce système, et j'ai pas envie de jouer au loto, ni avec vous, ni avec le gouvernement, ni avec la population, parce qu'il s'agit de notre avenir. Ce système qui est soi-disant hyper simplifié. Maintenant, tout est unifié. Il paraît que ça sera vachement plus simple que les 42 par régime spéciaux, qui sont des conventions collectives, qui sont d'abord des conventions collectives. On va jouer au loto. Ton point, je ne sais pas s'il va jouer ou pas. Et puis, comme de toute façon, maintenant, on nous parle, et vous l'avez d'ailleurs souligné, il y a déjà des critères de différenciation qui étaient retenus par ce même gouvernement. La pénibilité, parce que c'est quand même difficile de ne pas parler de pénibilité dans le public ou dans le privé. En effet, les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Donc, vous allez avoir des points, des correctifs, des modifications, ça va être un labyrinthe et une usine à gaz. Des points, qu'on soit homme, femme, quel que soit le même travail, même nombre de points, quel que soit le sexe, ce qui est pas mal, non ? Ça donne un peu plus d'équité, me semble-t-il. Non, ça ne donne pas plus d'équité, surtout que ça ne prend pas en compte les inégalités d'espérance de vie, par exemple, entre les ouvriers et les cadres, comme vous le savez. Donc la question, c'est pas de savoir, il y a ceux qui sont pour unifier et ceux qui sont contre. Non mais, écoutez, moi, au bout d'un moment, il faut être clair. C'est-à-dire que, non mais attendez, ce gouvernement qui nous explique en gros, il faut tout uniformiser. Il ne faut plus qu'un régime quasiment unique. C'est le même gouvernement qui, au moment de la loi du travail, vous en souvenez, vous expliquait qu'à l'époque, on en avait ras-le-bol de ces choses uniformisées et qu'il fallait
que des accords d'entreprise. C'était du sur-mesure qu'on allait vous faire, Jean-Jacques Bourdin. Entreprise par entreprise. Il y a plus de 38 000 accords d'entreprise chaque année. C'est beaucoup plus que les régimes spéciaux, beaucoup plus que 42 conventions collectives. Et ça, le gouvernement, à l'époque, il trouvait ça à la mode. On parle de sécurité sociale. Il y a plus de 1000 mutuelles en France, avec des frais de gestion qui sont 5 fois plus importants que ceux de la sécurité sociale. Vous voulez uniformiser tout ça? Je suis pour. Un seul système de protection sociale. Le débat avec le gouvernement, c'est pas ceux qui sont pour le statu quo et ceux qui sont pour le changement, c'est quel changement on effectue. Moi, je suis pour niveler vers le haut les acquis sociaux. Jusqu'en 1993, on était à 37 annuités et demie pour tous dans le public ou dans le privé. Et j'ai le défaut de croire que les 1 ou 2% du PIB qui nous manquent pour revenir à la retraite à 60 ans à 37 annuités et demie pour tous et rétablir l'égalité entre le public et le privé, ça devrait pouvoir se trouver. Quand je sais que 0,001% de la population détient dans ce pays 30% du PIB, 30% des richesses de ce pays, on va pas me faire croire qu'on peut pas trouver 1 ou 2% plutôt que de continuer à se bouffer entre nous, entre le public, le privé, les différents statuts des uns et des autres. Moi, je me bats pas que pour moi. Je me bats au nom de la mémoire des anciens qui se sont battus pour qu'on ait une vie après le travail. Pas une survie, pas une fin de vie, une vie après le travail. Et je me bats aussi pour nos enfants. De quoi leur avenir sera fait? Aujourd'hui, il y a une multitude de gamins qui se disent de toute façon, ma retraite, je la verrai jamais. Mais c'est catastrophique comme bilan politique. Alors qu'on a les moyens, on est en train de nous faire croire que la France est un pays pauvre. Ça n'est pas le cas. Et ces richesses, c'est nous tous et nous toutes. Salariés, publics, privés, artisans, commerçants. Et c'est pour ça que demain, et je le dis haut et fort, si le gouvernement nous annonce qu'on sait d'avance, il prend le risque de transformer une crise sociale en crise politique. Parce que chaque jour qui passe permet de s'inviter toutes les questions sociales et toutes les frustrations, elles sont nombreuses, qui n'ont pas été réglées ces derniers mois. Des dépôts de bus de la RATP bloqués, est-ce acceptable? C'est-à-dire bloqués pour empêcher que certains bus ne sortent ou que certains travailleurs de la RATP ne travaillent. Est-ce acceptable? Moi, je trouve ça acceptable. Je le soutiens, oui. J'y participe. Soutenez. Je me cache pas derrière mon petit doigt. Je connais des dépôts, et d'ailleurs, je les salue. Ceux du dépôt Béliard dans le 18e. Même si c'est hors la loi. Attendez. Mais c'est acceptable. Voilà, allez-y, il y a des piquets de grève et ils demandent à l'interprofessionnel de venir, de faire du tri à l'entrée, de parler avec ceux qui font pas grève, qui versent à la caisse de grève, et puis des fois qui sont bien contents aussi de pas sortir. Ceci étant, pour répondre au fond de votre question, puisque je ne me cache pas derrière mon petit doigt, rien ne remplacera la grève. C'est-à-dire le fait de se mettre en grève. Et là, je m'adresse à tous ceux qui nous regardent. Si le gouvernement ne nous donne pas satisfaction, alors il faudra agir tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, en faisant grève, en manifestant, en allant voir les dépôts de ceux aujourd'hui qui se mobilisent. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, qui sont pour la réforme, ça c'est un choix. Mais je veux dire, ceux qui se disent aujourd'hui on est pris, oui, c'est des galères dans les transports. Mais oui, bien sûr. Pourquoi est-ce que ce mouvement semble se transformer en mouvement de défense d'intérêts, ceux de la RATP et ceux des cheminots? Pourquoi? D'abord, c'est la grande communication du gouvernement qui cherche à nous faire croire ça. Non. Mais aujourd'hui, allez dans la rue. Dans la rue, on ne voit que des syndicalistes. On ne voit où? Que des syndicalistes de la RATP ou de la SNCF sur tous les plateaux de télévision. Là, vous me voyez. J'ai pas de régime non, spécial. Vous êtes invité. Bon, voilà, absolument. Et par ailleurs, comme vous êtes invité, vous faites des reportages. Absolument. Mais vous faites des reportages, par exemple, sur les manifestations. Vous voyez quoi dans les manifestations? Des avocats, des salariés du privé. Moi, j'ai vu des salariés de Renault. J'ai vu des salariés du commerce, parce qu'il y a un appel à la grève dans le commerce, y compris dans ces secteurs, y compris dans des petites entreprises. C'est pas vrai que c'est qu'une mobilisation. Et d'ailleurs, si c'était le cas, ferait belle lurette que la mobilisation aurait été stoppée, aurait atteint ce plafond de verre qu'on n'arrivait pas à dépasser. Mais qui souffre le plus de la grève et des blocages? Qui souffre le plus? Le CAC 40 s'en moque. La bourse, elle monte. Qui souffre le plus? La vente en ligne? La vente en ligne? Ouais. Alors là, mais Amazon se régale en ce moment, Olivier Besancenot. Moi, non, vous n'êtes pas d'accord. Je serais plus prudent. D'accord. Bon. Mais moi, je suis comme vous. Je suis pas Madame Irma. Je lis pas dans le mar de café. Mais si ça continue comme ça pendant plusieurs jours, je pense que même du côté de la situation économique, ça risque de grincer des dents et des dents sévèrement. La situation économique, c'est les PME, la balle sera dans ce sont les TPE qui vont souffrir le plus. C'est bien pour ça que moi. Mais écoutez, je suis pas, je suis pas indifférent à ce qui se passe. Quand moi, c'est là en ce moment on passe des heures de galère, des jours de galère dans les transports. Ce sont les plus modestes. Je préfère. Ce sont les plus modestes. Ça ne m'a pas échappé, Jean-Jacques Bourdin. Et la raison pour laquelle je dis à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, vaut mieux parfois quelques jours de galère dans les transports plutôt que des années de misère et de pauvreté pour les retraites de demain. Et plus on sera nombreux et nombreuses, plus ce sera réglé. Je m'adresse aussi à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Moi, toute l'année, j'entends des gens qui se plaignent, qui sont pas contents de la politique menée par le gouvernement actuel. Mais qui galère?
Mais nous tous. Le salarié de la RATP galère. Nous tous, bien sûr. Le salarié de la SNCF galère. Oui. Ou celui ou celle qui fait 20 km à pied pour aller bosser. Non, moi, qui galère le plus? Je vais vous dire quelque chose. Qui? Je ne participe Je vous pose la question. Mais moi, je vous dis et je vous réponds. Ah oui. Je vous réponds. Aujourd'hui, on est 85 ou 90% de la population à se faire bouffer à la même sauce. Alors, on peut continuer à se jalouser des miettes entre nous. Il ne s'agit pas de se jalouser. Non, mais laissez-moi terminer. Oui. À regarder l'acquis social du voisin en imaginant que c'est un grand privilège. À ce rythme-là, on va tout perdre. Tout perdre. Parce que chacun a son petit acquis social. J'ai reposté ça, mais ça me parle tellement. On vit dans une société où ceux qui gagnent 100 000 euros par mois arrivent à faire croire à ceux qui en gagnent 1800 que leurs principaux problèmes viennent de ceux qui gagnent un peu moins ou un peu plus. On est en train de se faire bouffer à la même enseigne. Alors on peut continuer à se jeter des anathèmes, publics, privés, salariés, chômeurs, retraités. Oui, bien sûr, il y a des salariés qui commencent à dire « Oh, les retraités pourraient faire un petit effort ». Il y a des retraités qui commencent à dire « Ah bah du côté des actifs, à l'époque, de mon temps, ça se passait pas comme ça ». Il y a des salariés qui disent « Les chômeurs, ils sont un peu responsables de leur situation ». J'entends même certains chômeurs qui disent quand même « T'as déjà un boulot, donc arrête de te plaindre et ne fais pas grève ». Et résultat des courses, 100 000 euros de crédit d'impôt compétitivité emploi et de subventions qui ont été données aux entreprises pour créer de l'emploi. Soi-disant, il y a toujours autant de chômeurs, je le maintiens aujourd'hui dans ce pays. On trouve rien à faire contre la fraude fiscale, 100 milliards d'euros par an. On a des milliards, des dizaines de milliards qui nous passent au-dessus de la tête. C'est-à-dire qu'on utilise l'argent de nos impôts pour une politique qui ne fait rien. En tous les cas, de l'argent public qui n'est pas prévu pour ça. L'argent de nos impôts, Monsieur Bourdin, ça devrait financer nos services publics. Nos services publics, ils sont en train de partir en vrille. Le service public hospitalier, il est en train de disparaître sous nos yeux. Aujourd'hui, il y a eu 100 000 fermetures de lits. 100 000 fermetures de lits en 20 ans. Un lit sur 5. Alors que tout le monde s'accorde pour dire que la fréquentation dans les urgences, elle a explosé. En gériatrie, on est en train, en gériatrie, alors qu'on les explique même sur la question des retraites, qu'on n'en finit pas de vieillir. En gériatrie, on va fermer des nombres de lits d'hôpitaux. Donc moi, je dis l'argent public, ça doit aller pour les services publics. Et derrière tout ça, c'est pour ça que vous avez raison de dire qu'il y a quelque chose de plus profond finalement. C'est que la retraite, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Monsieur Macron ne supporte pas les dernières poches de solidarité qui restent dans cette société. Et pas simplement parce que c'est viscéral. Pourquoi ? Parce que ces poches de solidarité, qu'on parle des retraites, de l'assurance chômage ou qu'on parle des services publics, échappent à la logique de la rentabilité. Le budget de la protection sociale, monsieur Jean-Jacques Bourdin, c'est plus important encore que le budget de l'État. Il est supérieur d'un tiers. Et d'un point de vue capitalistique, je vais mettre à leur place 30 secondes, ça va vous faire bizarre, mais ça les rend malades parce que c'est de l'argent qui dort. Et c'est pour ça que ça fait des années et des années qu'ils cherchent à mettre le grappin dessus. Ce qui se trame derrière tout ça, c'est la possibilité pour les assureurs de mettre la main mise sur le marché des retraites. C'est ça qu'ils attendent. Olivier Besancenot, je termine avec, je change de sujet, avec Jean-Luc Mélenchon condamné à 3 mois de prison avec sursis, amende de 8 000 euros. Vous êtes le seul à l'avoir soutenu. Jugement politique, vraiment ? Le seul, parce que j'ai même vu Julien Bayou, le nouveau patron des Verts, dit « Je me réjouis que notre pays soit capable de juger ses responsables politiques ». Je suis vraiment surpris d'être le seul. Vous me l'apprenez, sérieusement, oui. Sans bluffer. Je suis surpris. À part la France Insoumise. Bah écoutez, moi je suis pas d'accord surtout avec Jean-Luc Mélenchon, mais la France Insoumise... Mais c'est un jugement politique. C'est un jugement politique. Je pense qu'il y a beaucoup de politique dans ce jugement. Écoutez, on parle de sursis pour ces mots. Il a le sang chaud, il est bouillant. Est-ce que les responsables politiques sont au-dessus des lois ? Est-ce que les responsables politiques... J'ai jamais dit ça. Jamais dit ça. Mais bon, il a le sang chaud, vous le connaissez, quand vous l'invitez ici. Voilà. Mais pour ça, on met du sursis. Pour ça, on met du sursis. Franchement, faut être sérieux. Faut être sérieux. Donc moi, oui, au-delà des désaccords, il a tout mon soutien, toute ma solidarité, mon amitié. Et j'espère qu'on va se retrouver dans la rue. Et que d'ailleurs, ensemble, on aidera ce dont on a besoin. C'est-à-dire que si demain, le gouvernement n'annonce que ce qu'on attend à ce qu'il s'apprête à annoncer, il faudra généraliser le mouvement. Saturer la société de telle manière par le nombre qu'on arrive à régler le problème en quelques jours. Et plus on sera nombreux, et plus on pourra déplacer des montagnes, et plus vite on aura gagné et on pourra se regarder un peu différemment. Et je crois que ça, c'est important. C'est peut-être une grande page de l'histoire sociale et politique qui est en train de s'écrire. Alors oui, ça change nos habitudes. On s'engueule dans la rue, on discute en tous les cas. On rediscute beaucoup plus qu'avant. Et je pense que ça aussi, c'est important. Il est 8h53, Olivier Besancenot. Merci RMC BFM Merci TV à vous. ce matin.